Voilà, c'est toujours très formel. Comme ça. Continuez. OK. Ok, bien on va commencer, si ça vous va, et puis on va laisser tous les autres participants arriver tranquillement. Bienvenue à tous et à toutes. Moi, je suis Caroline Delannoy, je suis coach et psychologue, et au sein d'Open Mind, je suis responsable de la communauté des coachs et de l'animation scientifique, donc pour la formation de ces coachs. Aujourd'hui, on est réunis donc, pour ce webinaire. Donc, je vais vous présenter tout à l'heure nos intervenants et en introduction, on va parler du contexte global dans lequel nous sommes, beaucoup d'incertitudes, malheureusement, dans notre environnement depuis 3 ans, des gilets jaunes au Covid, et puis les stop and go à répétition, et puis cette guerre en Ukraine et l'accélération des tensions macroéconomiques, l'inflation, la tension de recrutement. Tout ceci impacte fondamentalement donc, les salariés, tout d'abord, avec des réactions communes que l'on peut anticiper, mais aussi des vécus différenciés selon les personnes. On peut se poser des questions de est-ce que l'impact sur le rapport au travail va encore s'accentuer ou à l'inverse plutôt se résorber? Quels sont les besoins des salariés pour y faire face? Ça impacte aussi bien sûr les directions d'entreprise, en particulier les DRH, s'il y en a dans cette salle, qui se préoccupent de comment accompagner les collaborateurs, les salariés dans ce contexte, quel chantier de transformation prioriser en tant que direction. L'idée de ce séminaire est donc de partager les analyses au travers de nos intervenants qui ici présents et de dessiner quelques pistes d'action pour stimuler les initiatives, voire éviter l'immobilisme qui pourrait se mettre en place et garder le dessus sur les événements. Donc, je suis heureuse de vous présenter nos 3 intervenants. Elisabeth Dartig. Elisabeth, pendant 20 ans, tu as été DRH dans des univers très variés, SS2I chez Atos, groupe industriel français chez Atlantique ou groupe américain pour Tupperware. Vous avez été des dirigeants vous avez été auprès des dirigeants pour accompagner donc les transformations d'entreprise, des organisations, des transformations de métiers, des plans sociaux. Et en tant que DRH, vous nous avez partagé qu'il vous manquait un véritable support pour accompagner tous les salariés dans toutes les formes et transitions. C'est moi qui ai... Il y a quelqu'un qui a laissé son micro. Voilà, merci. Donc, en tant que DRH, vous avez partagé qu'il vous manquait un véritable support pour accompagner donc, tous les salariés dans toutes les formes et transitions professionnelles. Et c'est pourquoi vous avez créé Mon Coach Mobilité pour réinventer le marché du reclassement. Et donc, Mon Coach Mobilité accompagne aujourd'hui des grands groupes français ou encore le ministère des Armées. Merci Elisabeth d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Erwan Devez. Erwan a pris une riche carrière opérationnelle dans l'humanitaire dans des pays en guerre, puis à des postes de direction dans les entreprises et le secteur public, et quelques faits marquants personnels aussi. Vous êtes aujourd'hui consultant en neuroleadership et neuromanagement, conférencier, coach et intervenant dans de nombreux médias grand public pour vulgariser la connaissance neuroscientifique. Et on sait combien c'est important, notamment de nos jours. Honoré Erwan, que vous soyez avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Et enfin, Clarisse Pagnès. Clarisse, en tant que consultante, puis à la tête de la direction de la transformation digitale dans un grand groupe, Johnson & Johnson, tu as accompagné, et donc depuis plus de 15 ans, les organisations, les hommes et les femmes à se transformer, à innover, à se renouveler. Mais tu nous as confié avoir toujours manqué, je cite, en fait, d'outils impactants pour accélérer les changements de compétences humaines, et c'est pourquoi tu as rejoint et pris la direction d'Open Mind Neurotechnologies il y a 1 an, et nous en sommes ravis. Merci Caro. Bonjour à tous. Nous allons donc voir tous ensemble, on va avoir tous ensemble 2 focus. Le premier, comment anticiper dans ce contexte global de crise, comment faire face.
Et puis ensuite, comment être dans l'action, rester dans l'action, se mobiliser. Donc, vous pourrez réagir, poser vos questions, partager vos idées sur le chat du webinaire ou alors tout simplement en allumant votre micro et en le partageant à l'oral. Ce sera très agréable aussi et on remontera toutes vos questions pour échanger sur ça. Alors, sur notre première partie, donc anticiper cette crise, faire face à cette crise, Erwan, peux-tu nous décrire à partir de ton expérience opérationnelle et de ton expertise neuroscientifique, quel est l'impact des crises à répétition que l'on peut anticiper pour les individus et en particulier les salariés, et comment ça se manifeste selon toi? Oui, alors tout d'abord, pardonnez ma voix parce que qui est un petit peu faible en raison d'une mauvaise grippe. Je vais faire de mon mieux. Alors effectivement, depuis plus de 2 ans maintenant, on traverse tout un ensemble de crises diverses et variées. Au premier rang desquelles, évidemment, la crise de la pandémie mondiale Covid et depuis un peu plus d'un mois maintenant, la guerre à nos portes. Alors évidemment, si on dézoome, si on regarde ces 2 années et demie, bientôt 2 années et demie, eh bien on se rend compte que nos ressources en fait cognitives et émotionnelles ont été très largement sollicitées. D'un niveau d'anxiété normal, eh bien le risque c'est de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire de tomber dans ce que nous appelons des troubles anxieux généralisés avec pour le cerveau, en fait, cette prise en otage entre les ruminations du passé, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas changé de boulot, pourquoi j'ai pas déménagé, et puis de l'autre côté, ce que nous appelons les anticipations anxieuses, les projections anxieuses, c'est-à-dire qu'est-ce qui va m'arriver dans 1 an, dans 3 ans, et pour mes enfants, et si la guerre arrive un peu plus près, etc., etc. Donc évidemment, ces 2 situations cumulées nous challenge, nous met un peu dans les cordes. Et alors, le risque aujourd'hui, c'est de développer ce qu'on appelle le sentiment, en fait, syndrome d'impuissance apprise ou acquise. Alors, c'est quoi? C'est en fait quand vous recevez tout un ensemble de stimuli sur la tête sans véritablement avoir finalement de solutions, eh bien, au bout d'un moment, vous commencez à vous lasser, vous commencez à fatiguer, vous commencez à vous dire à quoi bon? J'ai essayé la première vague, la deuxième, la troisième, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Finalement, je n'ai aucune prise, je n'ai aucun calendrier très précis de sortie de crise. Donc, ça aussi, c'est extrêmement anxiogène. Et donc, les conséquences potentielles, ça peut être une baisse de la motivation, une baisse de trouver des solutions, une hausse des arrêts maladie, éventuellement des problématiques de burn-out. Alors, on est dans cette situation-là avec quand même un énorme bémol, sur lequel on n'insiste pas assez aujourd'hui, c'est qu'il y a des différences énormissimes entre les structures aujourd'hui et les organisations. Moi, je travaille avec beaucoup de structures différentes. Je dois vous dire que dans le digital, ça n'a jamais autant cartonné. Je travaille aussi avec Accor Hotel ou ADP ou un certain nombre de structures qui, elles, évidemment, ont été touchées de plein fouet depuis un peu plus de 2 ans. Donc, il y a des disparités énormes, mais pour finir sur cette question, vous pouvez aller mal dans une structure qui va très bien. Et ça, c'est aussi très compliqué parce que non seulement vous allez aller mal, mais vous allez culpabiliser d'aller mal dans une structure où ça va très bien et vous pourrez être sûr que vous aurez des bonnes âmes qui viendront vous voir en disant « mais de quoi tu te plains? Si tu étais à ma place, qu'est-ce que ça serait ?» Donc, ce n'est pas simple, c'est une situation qui n'est pas simple et donc il faut se préparer à vivre ces moments difficiles dans le temps parce qu'il il est assez vraisemblable que, hélas, ces crises s'additionnent et ne s'estompent pas comme ça du jour au lendemain. Oui, justement, en parlant d'organisation, Elisabeth, en tant que DRH, est-ce que cela fait écho à ce que vous avez observé ces dernières années? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager? Alors, c'est surtout aujourd'hui quand moi je vois les différents clients que nous avons sur la mobilité, je vais rebondir absolument sur ce que dit Erwan sur le syndrome d'impuissance. On a vu juste après les Gilets jaunes au démarrage de la pandémie, donc toute la vague des grandes démissions.
Donc, qui franchement, c'est l'expression même de ce syndrome d'impuissance. Et à quoi bon? Donc, je pars sans forcément d'ailleurs rechercher un emploi, hein. Il y a une vraie interrogation aujourd'hui de où sont partis ces gens-là. Donc, il y a cette question-là. Et là, ce qu'on est en train de voir, ou en tout cas, moi, ce que je suis en train d'observer auprès des différents DRH que je vois, c'est que les salariés, là, depuis la crise en Ukraine, eh bien, ont une double réaction. Il y a une réaction qui dit, allez, une crise de plus, donc franchement, c'est vraiment le moment de partir, j'en ai encore plus marre et de toutes les manières, ça va jamais s'arrêter, donc autant continuer à partir. Et il y a quelque chose d'assez désespérant dans ces réactions-là, c'est de toute façon, dans 3 ans, on est tous morts. Donc, autant nous arrêter. Et puis, inversement, il y a les personnes d'autres personnes dans le même temps qui vont, eux, dire non, moi, en fait, il me faut de la sécurité. En fait, finalement, mon projet qui était de partir faire exactement ce que je voulais faire en province, dans un contexte qui me m'allait. Finalement, je fais machine arrière et je vais complètement rebloquer tout le système. Donc aujourd'hui, les DRH, moi que j'ai vu, disent, on entend ces 2 discours, mais en revanche, ça ne se voit dans aucun chiffre. Il n'y a pas encore de décision prise, mais les 2 discours sont entendus par les DRH. Donc voilà, si Erwan peut confirmer par rapport à ces 2 choses que moi j'entends, qui sont assez étonnantes. Oui, alors peut-être un complément par rapport à ça. C'est vrai que, hélas, mais ça a contribué à notre survie. On a en nous, en fait, un biais de négativité qui est extrêmement opérant, extrêmement important. C'est-à-dire que finalement, le cerveau a toujours tendance à imaginer le scénario du pire. Vous savez, le cerveau, c'est une machine à combattre l'incertitude. Dès qu'il détecte des foyers d'incertitude, il va allouer toute son énergie mentale à essayer de les combattre. Et alors là, on est servi effectivement, alors qu'il y ait un petit délai entre effectivement ce qu'on entend et les chiffres, la réalité des chiffres, la vague de démission, etc. C'est pas en soi, c'est pas très étonnant. Il faut s'attendre effectivement je serais assez étonné qu'il n'y ait pas une augmentation des arrêts maladie dans les semaines qui viennent. Et c'est aussi l'occasion, ces moments qui sont un petit peu entre deux, comme ça, où on peut vite effectivement vriller, où on peut vite prendre d'ailleurs des décisions en apparence non réfléchies. Des coups de tête, des décisions coups de tête. Vous êtes à Paris, ça fait 20 ans que vous vous demandez si c'est le bon endroit pour vivre, pour élever vos enfants, pour faire votre vie, etc. Et puis tout d'un coup, bien, vous dites, ça y est, j'en ai marre, je pars, sans avoir forcément un projet professionnel derrière bien ficelé. Voilà, on est dans cette situation-là. Alors évidemment, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La question… Je voulais peut-être juste rajouter une petite chose, un complément par rapport à ce que disent Erwan et Elisabeth. Moi, ce qui me fascine en fait, et ce qui est particulièrement évident dans ces crises, c'est que finalement, toutes les conséquences un peu macroéconomiques qu'on voit, comme la grande démission, comme effectivement l'augmentation des arrêts maladie, le changement du rapport au travail, etc., c'est finalement la conséquence de choses extrêmement, enfin finalement d'une mécanique de ce qui se passe dans le cerveau, de comment d'un point de vue cognitif, d'un point de vue émotionnel, on réagit à des situations telles qu'on se les prend dans la figure depuis 2 ans et quelques. Et donc, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que finalement, là, on touche du doigt sur le fait que notre cerveau, il a des modes de fonctionnement qui sont d'ailleurs très bien connus dans la littérature, ce que tu décris très bien, hein, Erwan. Mais en même temps, la plupart d'entre nous a très peu de compréhension et de connaissance sur comment ça fonctionne. Donc pour moi, ça c'est une piste aussi de solution, c'est de devenir beaucoup plus affûté en fait sur un peu notre mécanique interne et puis les pistons sur lesquels on peut appuyer pour faire face en fait, pour renforcer ses défenses naturelles face à un monde qui de toute façon maintenant est VUCA, il n'y a plus de retour en arrière.
Justement, vous parlez de ce qui se passe en fait d'un point de vue psychologique, neuropsychologique et des conséquences sur les prises de décision en gestion de crise. Erwan, Clarisse, est-ce que vous pourriez nous partager un petit peu plus les principaux biais cognitifs à l'œuvre justement dans la gestion de crise? Erwan, vous nous avez donné un petit teasing tout à l'heure. Je pense que ça peut intéresser les organisations et les dirigeants pour comprendre ce qui peut peut-être parasiter, freiner ou conduire des Alors, changements. le premier, hein, le plus puissant, c'est notre fameux biais de négativité dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire Ouais. que, vous savez, en fait, comment s'est construit le cerveau juste en 2 secondes au travers des 2-3 millions d'années? En fait, le cerveau a été construit pour assurer le renouvellement des générations, la survie. Donc, il a des systèmes de détection des menaces qui sont ultra perfectionnés. Parce que quand on était dans la caverne, ben, il fallait mieux avoir des systèmes de détection des menaces ultra perfectionnés. Donc, le problème aujourd'hui, et même dans le contexte actuel, hein, même dans le contexte actuel, c'est que ces systèmes de détection, ils sont parfois un peu trop perfectionnés. Ces systèmes d'alerte, en fait, nous polluent la vie à longueur de journée, plus qu'ils nous sauvent aujourd'hui. Et donc, il faut bien avoir en tête que, eh bien, dans des univers extrêmement anxiogènes, où tout semble se déliter, où on semble un petit peu disloqué, eh bien, il faut réamener de la certitude. Alors, je sais bien que c'est extrêmement complexe et extrêmement difficile, il faut amener du soutien également. C'est extrêmement important pour permettre en fait à nos cerveaux d'une certaine façon de repartir dans le bon sens. C'est vrai que dans les périodes difficiles de haut stress, nos biais cognitifs prennent le dessus sur nos formes plus élaborées de pensée. Donc, on va réagir du tac au tac, on va réagir pas forcément de façon très appropriée, très pertinente. C'est tout l'enjeu aujourd'hui, je pense, des DRH, des entreprises et de chacun. Je souscris tout à fait à ce que disait Clarisse tout à l'heure. Mieux connaître son fonctionnement cérébral, ses biais cognitifs, ses ressources aussi cérébrales n'est plus une option aujourd'hui. En fait, c'est plus une option, c'est une obligation. On devrait avoir des cours de cerveau à tous les âges, à commencer par l'école, à l'école, au niveau des entreprises. C'est une absolue nécessité pour affronter euh, l'époque qui arrive, qui va être aussi formidable en bien des aspects, hein. Je peux parler des neurosciences, par exemple, c'est l'âge d'or des neurosciences. Donc, on va aussi essayer d'être positif ce matin parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir, beaucoup d'opportunités absolument extraordinaires. Et puis, à côté, associé à cela, effectivement, des risques de plus en plus avérés sur un certain nombre de dimensions sur lesquelles on n'a pas forcément la main. Donc, c'est toute cette complexité que le cerveau va devoir gérer. Clarisse, est-ce que tu souhaites rebondir justement sur des conseils que l'on peut donner aux dirigeants, aux DRH, sur qu'est-ce qu'il peut prioriser dans ses actions au jour le jour? En tout cas, nous, ce qu'on voit dans nos données, parce qu'on a fait cette analyse dans nos données avant, après Covid, j'ai fait une étude d'impact qu'on a publiée en fin d'année dernière. On pourra vous remettre le lien si vous ne l'avez pas encore lu. Ce qu'on voit typiquement, c'est que de conséquences finalement assez mécaniques du stress, de ce que disait Erwan, hein, de notre système en alerte, en suralerte et un peu trop perfectionné pour aujourd'hui. Eh bien, il va y avoir des conséquences après sur des choses où aujourd'hui, beaucoup de gens ne font pas le lien, comme de l'isolement social. Donc, nous, on mesure que l'isolement social, c'est-à-dire la capacité à aller vers l'autre, il augmente fortement, en fait, avant et après le Covid. Donc, on est de l'ordre de 10 points. La créativité s'effondre, c'est-à-dire à la fois la recherche de nouveautés et la production de nouveautés. Je pense qu'en fait, il y a une seule chose, moi, que je retiens dans toutes ces données et, pour aller contre et puis pour saisir ces fameuses opportunités, parce que c'est effectivement aussi une époque très contrastée et formidable. C'est l'idée de sortir, en fait. C'est qu'il faut faire sortir les gens, apporter du soutien, parce que en fait, mécaniquement, il y a un sentiment il y a un mécanisme de repli sur soi. Donc, il faut forcer les gens un peu à se voir, à faire des séminaires d'équipe, à travailler ensemble. Il faut réinventer et mettre plus de collaboration qu'avant. Et puis aussi les faire sortir
ouvrir leur créativité. Parce que voilà, on se ferme comme une huître, en fait, face à un environnement qui est un peu incertain. Or, justement, faire encore plus de learning expedition, faire venir des gens de l'extérieur, ça permet de remettre un petit coup de boost sur cette créativité, de réouvrir et de réenchanter quelque part. Moi, je suis beaucoup sur cette idée qu'il faut sortir et faire sortir les gens. Voilà. Merci beaucoup. Une question que beaucoup se posent, c'est les transformations. On parle beaucoup de transformations. Faut-il les mettre en pause, les accélérer? Lesquelles faudrait-il modérer? Alors, moi, peut-être par rapport aux transformations et puis plus largement par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, je pense qu'il y a trois notions qui sont absolument essentielles du point de vue des entreprises par rapport à leurs collaborateurs. La première, donc, on en a parlé, c'est le soutien. Mais le soutien, c'est pas simplement la libération de la parole. Je voudrais juste mettre un petit bémol sur une libération de la parole pas suffisamment maîtrisée. Vous savez, si vous parlez pour parler et si le fait de parler ne cesse finalement d'entraîner le cycle des ruminations, vous allez aggraver les syndromes psychotraumatiques. Donc, ce n'est pas la solution non plus. La solution par rapport au soutien, c'est bien davantage en termes de formation, en termes d'écoute de l'opinion interne, en termes de reconnaissance du rôle de chacun dans l'entreprise. Donc, le soutien, c'est une dimension absolument essentielle du mécanisme de résilience. Le deuxième, c'est le sens. Alors, le sens, je sais bien qu'on en parle depuis des années, mais on est aujourd'hui, en fait, dans un climat où on est rempli de contradictions, de dissonances. On est aussi, alors, quand Durkheim parlait de l'anomie, hein, c'est-à-dire une société, finalement, qui a perdu ses valeurs communes. Donc, l'entreprise, elle, doit s'emparer de cela pour retrouver, en fait, reproposer une vision partagée autour de valeurs communes, vraiment en mettant le paquet sur ce besoin que nous avons tous d'appartenir à un groupe, d'opérer dans un climat, dans un contexte de relative stabilité et relativement structuré. Donc ça, c'est très important et je pense que ça peut être la mission des entreprises. C'est pas seulement la mission des entreprises, hein, évidemment, ça devrait être la mission de la société dans son ensemble, mais en tout cas, les entreprises, là, ont un rôle à jouer. Et la troisième dimension, c'est la dimension de cohérence. Dans des contextes aussi perturbés que ce que nous vivons aujourd'hui, si en plus vos collaborateurs ont l'impression d'être en dissonance cognitive permanente, c'est-à-dire de ne pas agir en conformité avec leurs valeurs, alors là, vous pouvez être sûr que vous allez perdre tout le monde. Donc, c'est aussi, à mon sens, le rôle des DRH et le rôle des DG de réinsuffler de la cohérence dans les actions communes, c'est-à-dire pourquoi je me lève le matin, quel impact pour mon groupe, ma société, mon département, ma direction, mon pays, ma planète. On voit bien que tous les enjeux aujourd'hui, bien évidemment, mordent les uns sur les autres. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et un dernier point par rapport à ta question de la transformation, moi, je ne dis pas qu'il faut tout arrêter tout d'un coup et puis se dire on ne fait plus rien, on arrête toutes les transformations. En revanche, les transformations à la hache, sans concerter qui que ce soit, qui arrivent quasiment d'un jour sur l'autre, si vous voulez perdre vos collaborateurs, continuez comme ça. En revanche, si vous voulez remettre vos collaborateurs à bord, eh bien justement, les transformations peuvent être aussi des occasions très intéressantes en jouant d'abord le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi on ferait autrement pour expliquer à vos collaborateurs et resituer en fait la raison de la transformation à venir, en jouant évidemment la co-construction. Une transformation ne peut plus s'imposer du haut vers le bas, il faut la co-construire, c'est absolument essentiel. En jouant la communication, évidemment, voilà, il faut mettre en place une stratégie d'influence. Quand on se lance dans une transformation, on ne communique pas si on a le temps, ça se prépare tout cela. Et puis enfin, un dernier point aussi qui est surtout en France, toujours très sous-évalué, c'est qu'il faut jouer l'effet de la dynamique, de la reconnaissance, du remerciement. Quand on transforme, c'est difficile, on demande beaucoup à un cerveau. Le cerveau n'est pas naturellement fait pour se transformer comme ça tous les 6 mois. Donc, il faut de temps en temps aussi jouer eh bien, l'effet reconnaissance, l'effet on y est arrivé.
formidable. Jouer l'effet pause aussi. On ne peut pas être en transformation permanente 365 jours par an pendant 10 ans. Ça, c'est pas possible. Un cerveau ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, oui pour la transformation, mais pas n'importe comment. Et alors, je vais rajouter quelque chose qui me paraît très important, c'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises, quand on regarde la manière dont elles fonctionnent, il y a une espèce de fracture entre la direction et le management. Et aujourd'hui, que ce soit ou bien pour les problématiques de transformation, ou bien nous, ce qu'on voit sur tout ce qui est mobilité, il y a un moment où il faut que les règles soient très claires entre les rôles de la direction générale, le rôle des managers et le rôle des salariés. Or, aujourd'hui, on a mis énormément de responsabilités sur les managers en leur disant mais il faut faire attention aux risques psychosociaux des salariés, ne leur en demandez pas trop. Et en fait, tout ça, il y a des injonctions extrêmement contradictoires. Sur le recrutement et donc nous sur la mobilité, on leur demande de recruter à tout prix, quelles que soient les règles. Donc si les gens veulent ne jamais venir, il n'y a pas de problème, mais qu'en même temps il faut faire du collectif. Et donc je reviens sur ce que disait Erwan sur la cohérence. Il y a une vraie question sur le management par rapport à cette cohérence. Et du coup, la transformation peut être faite, mais si cette réflexion a été menée avant, parce que moi, alors je reviens sur les problèmes de grande démission, etc. Mais tout ça, c'est quand même extrêmement lié. C'est que si plus personne n'arrive à trouver sa place et n'arrive à trouver son rôle, eh bien, effectivement, ça pose de réelles difficultés. Ouais, merci beaucoup de mettre en avant ce point. On a une professionnelle, Agnès Grisard, qui est coach, qui nous parle de la question du sens et du sens des transformations n'est pas nouvelle, en tous les cas à l'échelle des 2 dernières années. En quoi ces crises plus récentes changent quelque chose dans les entreprises? Est-ce que vous voulez réagir à ça? Alors, je pense que le principal défi aujourd'hui, c'est de refaire corps ensemble. C'est-à-dire, là, on peut assister à un délitement des structures, aussi favorisé aussi par l'hybridation, hein, parce que on se voit moins. Donc moi, les conseils vraiment très pratico-pratiques que je pourrais donner aux entreprises, c'est de réinstituer des rituels collectifs en présentiel. Ça, c'est extrêmement important. On sait que les rituels collectifs, d'ailleurs, ont un effet anxiolytique, ont un effet apaisant, donc limite les facteurs anxiogènes. Deuxièmement, d'essayer d'identifier et de traquer tous les flingueurs de motivation. Et là, je pense en particulier au reporting abusif. Si vous voulez flinguer la motivation d'un collaborateur, vous lui filez du reporting qui ne sert à rien, dont il ne voit pas le sens. Là, vous êtes sûr que vous n'avez plus personne à bord. Donc, il faut que chaque entreprise s'interroge vraiment sur sur toutes ces demandes abusives qui non seulement ne servent à rien, ne servent pas l'opérationnel, mais vont les facteurs motivationnels. Même chose aussi sur tout ce qui est lié à l'infobésité, c'est-à-dire on reçoit beaucoup trop d'informations, on n'arrive plus à gérer ce qui est important de ce qui est moins important. Il faut hiérarchiser ces priorités en permanence. Troisième point, mettez des outils d'écoute de l'opinion interne pour mieux gérer un peu vos trous, pour mieux considérer. Alors, évidemment, les outils d'écoute de l'opinion interne, c'est mieux quand il y a une part d'anonymat, parce que si vous voulez vraiment savoir ce qui se dit et ce qui se pense, mais évidemment, il faut encadrer, il faut donner la possibilité aux gens de pouvoir s'exprimer librement. Et puis, le quatrième point, peut-être, c'est évidemment tout ce qui est lié à la formation. Il faut réinvestir la formation et la sensibilisation. Clarisse en parlait tout à l'heure. C'est absolument essentiel de former vos leaders, vos managers à toutes ces dimensions managériales autour des neurosciences en particulier, mieux comprendre le cerveau pour mieux travailler, pour être à la fois plus épanoui et plus performant. Hein. Les deux notions ne s'opposent pas, bien au contraire, elles se nourrissent. On ne peut pas être performant si on n'est pas bien dans ses baskets, on le sait tous intuitivement. Et au-delà des leaders et des managers, c'est aussi l'ensemble des collaborateurs qui doivent s'emparer en fait de toutes ces dimensions pour co-construire de nouveau, pour construire ensemble, pour ne pas être dans des schémas symétriques d'infantilisation ou d'opposition. Et franchement, les crises sont aussi des opportunités
extraordinaire, hein. Il faut aussi avoir ça en tête. Moi, j'ai fait 10 ans de guerre. Je peux vous dire que c'est aussi lors des crises qu'on avance. Et Dieu sait si on a avancé depuis 2 ans sur beaucoup de dimensions, pas seulement l'hybridation ou le télétravail. Donc, c'est l'occasion. Il faut se relever les manches et il faut pas hésiter à faire corps de nouveau et à jouer sur ces dimensions d'appartenance qui sont si importantes pour le cerveau humain. Merci beaucoup. Moi, je voudrais rebondir, Caroline, sur ce que vient de dire Erwan. Ce que ça m'évoque, en fait, parce que moi, ça fait 15 ans, un peu plus maintenant, que j'ai accompagné les transformations. Si je me remets dans les chaussures il y a 7-8 ans dans un gros projet de transformation, aujourd'hui, je ne ferais pas les choses du tout de la même manière, en fait. Parce que jadis, quand on faisait un gros projet de transformation, où il y avait parfois de la mobilité interne, il y avait aussi des gens qui partaient, il y avait aussi un projet collectif déjà autour du digital, etc. Finalement, 90% de nos moyens et de notre effort, c'était sur des choses assez partant du haut, arrivant vers le bas, c'est-à-dire des fiches de poste, des tableaux, comment arriver à tout remettre la mécanique en marche, etc. Donc beaucoup sur le fond et à quoi on voulait, par exemple, que notre organisation ressemble. Et finalement, assez peu pour donner les clés à chaque personne, en fait, de se remettre en question et de trouver sa place dans le nouveau collectif. Donc aujourd'hui, si j'avais à faire le même genre de transformation, ce que j'ai déjà un peu commencé à faire dans les 5 dernières années en tant que directrice du digital, hein, où j'ai de plus en plus mis une part, par exemple, de transformation sur les soft skills. En vrai, ce qui a vraiment de l'impact, c'est d'investir beaucoup plus sur les gens, leur donner les clés en fait pour justement être épanoui et performant dans ce nouveau contexte. On peut qu'évidemment le sens soit bien partagé de là où on veut aller. Aujourd'hui, j'aurais un ratio d'investissement qui ne serait pas du tout le même. Merci beaucoup sur ce partage-là, Clarisse. On va du coup on va aborder la deuxième partie tout naturellement sur justement ce flow-là. Donc, on a parlé d'accompagnement des salariés, de cette importance de faire corps, hein, de bâtir et d'en tenir la sécurité psychologique qui est nécessaire et de comprendre les réels impacts sur nous en tant qu'êtres humains. Tout autour de ça, l'innovation bat son plein. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont là. Elisabeth, Clarisse, est-ce que vous pourriez nous présenter vos offres innovantes sur ces sujets? Avec plaisir, Caro. Il y a juste une question d'Agnès que je trouve intéressante qu'on pourrait peut-être prendre juste avant de se lancer dans quelques pistes de solutions. Et il y en a plein, hein, de nouvelles solutions, de gens qui essaient justement d'apporter avec la technologie, avec une approche un peu nouvelle, comme on peut le faire dans les startups, sur tous ces sujets qui existent depuis longtemps, mais qui se sont exacerbés. Mais il y a une belle question, je trouve, pour Erwan d'Agnès, qui est finalement tout ça, comment on fait en fait pour porter cette bonne parole en fait dans les organisations qui peuvent avoir encore un regard plus traditionnel. Donc, je ne sais pas toi, quel est ton regard, Erwan, là-dessus? Comment on fait cette évangélisation? Oui, alors, c'est une excellente question. C'est une question qui est très complexe parce que, d'abord, jamais je trouve, en tout cas, moi, depuis 10 ans que je travaille sur cette dimension du management, neuroleadership, jamais il y a eu autant de différences d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, etc. Donc, on ne peut pas avoir la même approche d'une entreprise à l'autre parce que, tout simplement, les problématiques sont totalement différentes. Deuxième chose, il faut faire du sur-mesure, respecter l'ADN, les codes de chaque entreprise. On ne travaille pas, j'entendais tout à l'heure, Caroline, que tu disais qu'Elisabeth travaillait avec le ministère des Armées, je crois, sauf erreur. On ne va pas travailler de la même façon avec le ministère des Armées qu'avec une entreprise qui est dans le digital. Même s'il y a des points de recoupement, et c'est tout à fait intéressant de travailler sur ces points de recoupement, il faut respecter l'ADN, l'histoire, les codes de chaque entreprise pour essayer de
taper juste, entre guillemets. L'expression est malheureuse, pardon, mais en tout cas d'être efficace. Ça, ça me semble très important. Et puis la troisième chose, c'est que sur toutes ces dimensions qui sont quand même très humaines, très organisationnelles, il faut s'assurer évidemment que le top management est à bord à 300%. Moi, quand je vais intervenir dans une entreprise et si je sens que le top management n'est pas à fond derrière, je n'y vais pas parce que je vais parler d'un certain nombre de concepts managériaux et de leadership et je vais faire plus de mal que de bien si je sais que ces concepts ne sont pas totalement endossés par la ligne hiérarchique. Donc, il vaut mieux, dans un premier temps, stratégiquement, passer un petit peu plus de temps avec le COMEX CODIR pour bien expliquer le pourquoi du comment, et ensuite déployer aux managers, déployer aux collaborateurs sous forme de convention manager, sous forme de convention collaborateur. Et c'est important, encore une fois, dans un souci de cohérence. Plus que jamais aujourd'hui, il faut retrouver de la cohérence. Plus que jamais dans les environnements comme ça, VUCA, dans les environnements qui sont extrêmement volatiles et incertains, il faut travailler sur ce besoin de stabilité, ce besoin de cohérence, ce besoin de structuration. Donc, il faut faire les choses de façon relativement organisée pour éviter d'être dans l'improvisation permanente. J'ajouterais peut-être Erwan, et puis après, ça fera la transition aussi avec la présentation de nous, ce qu'on fait, qui peut être une des solutions, on va dire, dans la palette du peintre ou dans la boîte à outils. Mais effectivement, donc, le rôle du top management est clé. Aujourd'hui, on est encore à un moment où on est passé d'une période où quand on parlait de performance, de bien-être, un peu des notions plus neuroscientifiques en entreprise, on était encore des extraterrestres. Ça, c'était il y a peut-être 3 ans. Ou 4 ans. Et puis, post-Covid, je pense qu'aujourd'hui, il y a 20 ou 30% peut-être de gens qui sont déjà dans cette dynamique-là, avec qui on peut travailler. Mais effectivement, il faut que ça passe par le top management. Et puis, on connaît quelle est la suite de l'histoire. Hein. C'est que c'est un effet boule de neige. Les gens vont se rendre compte que c'est effectivement une approche qui réconcilie un peu les enjeux de business et de personnes employées, que c'est un peu la force de vivre de l'entreprise. Donc, je suis persuadée qu'on est en train d'avancer dans cette courbe de l'adoption à vitesse grand V, en fait. Et c'est tout l'avantage des neurosciences appliquées au leadership et au management, c'est qu'on s'appuie sur un corpus scientifique qui est solide. Moi, tous les jours quasiment, j'ai des dirigeants qui me disent « Ouais, bon, vous savez, les questions de développement personnel, c'est un peu fumeux. » Le neuroleadership, on s'appuie sur des milliers, des dizaines de milliers d'études pour prouver ce que l'on dit. Donc, on n'est pas dans les incantations un peu fumeuses, un peu verbeuses, limite moralisantes parfois. On est quand même dans la preuve, dans la science. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir évidemment une vision scientiste des choses, hein, ne voir que tout sous le prisme de la science, mais enfin, c'est quand même intéressant d'utiliser la connaissance accumulée dans le fonctionnement du cerveau, et notamment dans le fonctionnement du cerveau en situation de crise, pour essayer de faire différemment et de faire mieux, et encore une fois, de concilier le bien-être et la performance qui, de nouveau, j'insiste là-dessus, mais ne s'opposent pas comme on le fait trop souvent, en particulier en France. Il n'y a pas les gentils rêveurs d'un côté et les cyniques performants de l'autre. C'est un mythe, c'est une illusion, le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Merci Erwan, ça fait une transition parfaite avec nous, ce qu'on apporte à notre petit niveau chez Open Mind, mais quand même avec de grandes ambitions. C'est justement effectivement de réinventer cette formation dans les compétences humaines, hein, qui sont des compétences à la base qui sont utiles dans le future of work, mais qui sont en fait essentielles dès maintenant, tu l'as dit. Donc en fait, chez Open Mind, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on a un modèle de compétences qu'on appelle les compétences socles, qui sont sur la partie ancrage émotionnel, agilité cognitive, c'est-à-dire comment le cerveau s'adapte au changement, et puis après, interaction sociale harmonieuse, authentique. Donc ça, c'est un modèle scientifique de décomposition, quelque part, des compétences qui sont à la fois à la source du bien-être et de la performance, puisqu'effectivement, on a une approche combinée sur les deux. Ce qu'on a développé, ce sont des outils qui reprennent le fameux corpus scientifique dont parlait Erwan. On se base à peu près sur 10 000 publications. Et donc, on a traduit dans des jeux, qui sont à la fois des évaluations et des entraînements, de la donnée
qu'en fait, pendant qu'on joue à ces jeux, on va aller collecter de la donnée qu'on va raccrocher à ces fameuses compétences qui sont sur votre gauche. Et puis, encore plus important que tout, parce que comme disait Erwan, c'est pas une approche scientiste, hein, c'est forcément toujours un peu d'humain et d'accompagnement. Eh bien, accompagné par nos coachs. Alors Agnès, tu te vois en photo, c'était peut-être pas prévu, mais moi je sais que tu es là. Et donc voilà. Et donc qu'est-ce qu'on apporte là-dedans avec ces différentes solutions? Eh bien, on est capable justement d'avoir un impact quantifié sur le bien-être et la performance, et tout est lié, que ce soit sur l'anxiété, mais c'est aussi ce qui conditionne notre adaptation à l'incertitude, et puis ce qu'on appelle les liens émotionnels qui permettent de créer un collectif. Donc tout ça, en fait, ce sont des compétences qui sont développées dans nos exercices, dans nos entraînements, dans nos programmes. Aller plus vite, puisque c'est aussi un enjeu d'avoir un impact plus important pour le temps qu'on peut investir. Attendre 3 ans ou 5 ans pour devenir le manager qui a tout compris sur lui-même, hein. Donc c'est quelque chose sur lequel aussi on insiste beaucoup et sur lequel on essaie d'avoir un impact plus grand en combinant tous ces leviers ensemble. Et puis évidemment l'expérience, parce que c'est important d'aller engager les collaborateurs dans quelque chose d'important pour eux, qui fait du sens et qui va aussi leur montrer concrètement ce qu'on peut faire avec la technologie et la donnée. Voilà. Ça, c'est ce qu'on fait chez OpenMind, c'est la suite d'outils qu'on a développés. Et pour aller encore un peu plus loin, si on peut passer la slide suivante, on a développé des programmes clés en main, mais qui sont évidemment modulables, hein, qui permettent, en s'appuyant sur nos technologies, sur des données et puis sur différents exercices qu'on a pu développer, en 6 semaines ou en 1 jour, de vraiment grandir en compréhension de ces mécanismes et en capacité aussi de trouver les bons pistons sur lesquels appuyer. Et notamment, je le mentionne tout de suite, on travaille sur différents sujets, mais le premier, comme le disait Erwan, c'est effectivement de commencer souvent par les COMEX, parce que là, il y a besoin aussi que ce soit incarné, en fait, ces valeurs, cette compréhension un peu de l'humain, un cran plus loin. Et c'est pour ça qu'on a monté avec Erwan une journée ou une journée et demie de programme pour un comité de direction, pour un comité exécutif, qui associe de l'inspiration plus nos outils, donc en collaboration, en partenariat avec Erwan notamment. Et on travaille aussi sur des programmes plus spécialisés sur le leadership féminin ou sur la culture managériale, donc les programmes managers, qui permettent d'aller plus vite et puis de développer ces fameux 3 pans de compétences émotionnelles, cognitives et sociales qui sont particulièrement essentiels dans le monde actuel. Merci Clarisse. Sandra Roquet partage: compliqué de faire admettre que ces sujets sont importants quand les leaders sont exposés à des situations parfois critiques pour la survie de leur boîte. Qu'est-ce que tu en penses, Clarisse? Quand on est en start-up, la survie, c'est tous les jours. Donc, si vous voulez, je suis relativement en adéquation avec ça. Moi, je pense que plus on est en survie, plus c'est important. Alors oui, il faut arriver à le faire. Encore une fois, on est encore dans un moment où il vaut mieux se focaliser sur les 20 ou 30% de gens qui sont aujourd'hui convaincus, qui ont besoin d'outils. Et voilà, il y a 3 ans, on était peut-être à 5%. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment sur beaucoup de gens qui commencent à comprendre, qui l'ont compris dans leur chair aussi, hein, pendant la période Covid, qui l'ont vu sur leurs proches. Et donc, ils comprennent qu'il y a des fonctionnements sur lesquels ils n'ont pas toutes les clés. Donc, effectivement, quelqu'un qui est vraiment en survie, ce ne sera peut-être pas la bande passante, même si c'est le moment où il en aurait le plus besoin. Hein, mais moi, mon enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'aller travailler avec ces 20 ou 30% de personnes qui sont très convaincus et qui sont à la recherche de solutions, en fait. Qui peuvent peu à peu, par effet de porosité et de contamination, engager les autres. C'est aussi un constat de la sociodynamie. Erwan, Elisabeth, est-ce que vous avez envie de rebondir sur ça? Non, sur ce que dit Clarisse, on travaille avec ceux qui ont envie. Ça me paraît
une évidence, hein, et qu'on ne peut pas convaincre quand personne ne veut. Ça c'est sûr. Et étant dans la même situation que Open Mind, effectivement, on est obligé de suivre ce tracé. Super. Elisabeth, est-ce que tu peux nous partager ce que tu proposes et comment tu travailles? Que je n'ai plus de... Ah voilà. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que j'ai une Beaucoup très mieux. mauvaise... Ah voilà, ça y est. Parfait. Je suis désolée. Donc, en fait, aujourd'hui, nous, mon coach mobilité, on a vraiment voulu réinventer toutes les transitions professionnelles. Pourquoi? Parce que les contraintes sont extraordinairement fortes. On est face à l'obsolescence des compétences. Et en même temps, il y a la guerre des talents, on a la grande démission, on a les transformations. Et du coup, il faut que... Attendez, je vais essayer de bouger. C'est pas possible. Est-ce que c'est mieux? Non, je sens que c'est pas très bien. Si, c'est parfait, on t'entend très bien. Bon, d'accord. Alors, c'est parfait. Mais Et c'est donc, dans la mobilité, là. exactement. Et donc, du coup, en fait, l'intégration de ces objectifs qui sont en fait assez contradictoires, eh bien, demande beaucoup d'agilité. La deuxième chose, c'est qu'on est face à des responsabilités également qui sont complètement différentes d'avant. C'est-à-dire que les acteurs ont augmenté leur responsabilité, les entreprises, dans leur responsabilité sociale, doivent vraiment apporter des solutions aujourd'hui. Et en même temps, les entreprises ont dit aux salariés, vous êtes responsables de vos carrières. Donc, il y a cette double injonction des deux parties d'augmenter leur responsabilité. Donc, résultat, quand nous, on dit il faut absolument accompagner les gens pour leur transition professionnelle, eh bien, il va falloir qu'on accompagne sur des solutions beaucoup plus agiles et beaucoup plus accessibles. Alors, quand je dis agile, ça veut dire qu'il va falloir qu'on forme d'abord à la transition professionnelle, mais avec beaucoup de modulation. Je pense qu'il faut qu'on arrête de dire il y a la mobilité interne, il y a la mobilité externe. Dans la mobilité externe, il y a le départ en retraite, parce qu'en même temps, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui partent en retraite et en même temps qui créent une entreprise et en même temps qui font un peu de reconversion. Et tout ça est beaucoup plus modulé que ce qui était présent dans les anciens schémas qu'on avait. Donc, nos solutions permettent effectivement d'être dans cette agilité. Et puis, quand on parlait de responsabilité sociale, il faut évidemment permettre de donner accès à ces outils au plus grand nombre. Il faut arrêter de penser que ces outils sont uniquement pour les cadres dirigeants, ce qui était quand même un petit peu le modèle précédent. Oui. Et quand on parle particulièrement de l'obsolescence des compétences, eh bien, on se retrouve sur cette question-là, c'est-à-dire que souvent, l'obsolescence, elle va être sur des niveaux académiques pas forcément très élevés. Donc, il faut vraiment arriver à accompagner l'ensemble. Résultat, nous, comment on a imaginé nos... Ah, pardon, je veux bien qu'on passe au deuxième slide. Comment on a imaginé nos solutions? Eh bien, en fait, on va utiliser 4 supports complètement complémentaires. D'une part, on va avoir une application digitale qui est un petit peu comme les coachings digitales de sport, etc., vous disent ce que vous avez à réaliser. Et du coup, on peut basculer en permanence d'un programme à l'autre avec beaucoup plus d'agilité que ce qu'on peut imaginer dans un programme beaucoup plus statique. Si vous faites du coaching digital, vous savez que c'est très difficile d'être seul face à votre téléphone. Donc, il faut évidemment être porté par le groupe. Et je reviens sur ce que disait tout à l'heure Clarisse en disant il faut revenir sur du collectif, faire sortir les gens. Et donc, eh bien, on a des ateliers collectifs pour créer ce collectif et créer la dynamique de travailler les transitions professionnelles. On va également du coup, pouvoir avoir du coaching individuel avec une très forte efficacité, puisqu'il va être complètement libéré des parties techniques de la partie purement transition professionnelle. Dans la transition professionnelle, c'est beaucoup de connaissances à avoir, de choses à faire.
Donc, le coach, du coup, libéré de ça, va pouvoir se centrer sur les enjeux de la personne. Et on va également avoir un forum d'échange pour avoir plusieurs bénéfices. D'abord, créer une communauté de gens qui sont en transition professionnelle, parce qu'on sait que c'est toujours compliqué d'être en transition professionnelle. La deuxième chose, c'est de pouvoir se donner des conseils, des trucs et astuces. Et puis nous, on croit beaucoup au networking, c'est-à-dire que c'est avec les autres qu'on va trouver un emploi. Et donc, le forum sert aussi à ça. Donc aujourd'hui, c'est avec ces 4 supports qu'on arrive à apporter cette agilité dans les différentes transitions professionnelles et du coup, de mieux accompagner les transitions des entreprises qui, alors je pense que les différentes crises, sans forcément parler de transition, eh bien, vont être face quand même à des modifications importantes en interne. Voilà ce que nous faisons pour accompagner et ces crises et la mobilité. C'est très intéressant, Elisabeth, merci beaucoup. Est-ce que parmi les personnes présentes, est-ce que vous avez des réactions, des questions à poser à Elisabeth ou à Clarisse ou à Erwan? On peut remonter vos partages, vous pouvez directement parler, remonter vos retours. Je vois Agnès qui lève la main, dis-nous. Alors moi, j'ai plein de questions, donc je vais juste en sélectionner 2. Peut-être plutôt un témoignage par rapport à ce qu'Elisabeth vient de nous présenter. Le fait d'être en contact avec des personnes avec les outils dont nous disposons, dont les neurosciences. Je suis tombée dedans il y a quelques années et c'est franchement formidable. Ça a changé ma vie et maintenant j'en ai fait mon métier depuis une quinzaine d'années. J'ai l'impression, effectivement, ou en tout cas, je formule le vœu que plus on intervient tôt, plus la personne est dotée de capacité de comprendre et du coup d'agilité. Et le côté magnifique des transitions professionnelles, vraiment des charnières où la personne a pris un angle et puis ça bouge et elle repart, mais elle ne sait pas encore vers quel angle, ça a vraiment du sens d'être là à ces moments-là, même si parfois, ce sont des situations difficiles, voire douloureuses. Donc là, c'est en écho à la proposition d'Elisabeth. Donc, je suis curieuse d'en savoir plus, mais nous pourrons prendre contact. Avec plaisir. Ouais. Et puis, de façon peut-être plus globale, moi, je reste quand même dans cette période de temps avec une grosse question et peut-être je ne trouverai jamais la réponse, mais qui serait quels sont tous ces signes de transformation de notre société, de notre civilisation et vers quoi nous amène-t-il? Voilà, mon cerveau voudrait bien savoir. Voilà, donc je dépose la question dans notre espace de réflexion. Merci Agnès. On aimerait bien avoir des certitudes. Mais effectivement, aujourd'hui, on a plutôt des grandes directions qui s'offrent à nous, mais sans forcément avoir plus de grains à moudre à ce stade. Je pense peut-être un point par rapport à tout ce que vous avez dit, Agnès, ces fameuses valeurs partagées qui nous manquent tant. Et là, on va être évidemment bien au-delà de l'entreprise. Au niveau sociétal, au niveau politique, on ne peut plus. On voit bien notre système est un peu à bout de souffle. Alors, au niveau des neurosciences, ça se traduit comment? Ben, ça se traduit par une structure cérébrale qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui est une espèce de vigie, de système d'alarme et qui s'active dans toutes les positions quand il détecte une dissonance, quand il détecte une incertitude, etc. Et donc, on a un besoin très fort, et encore une fois, là, on paye un peu le prix de cette individualisation forcenée que l'on a vécue depuis plusieurs décennies. Il faut refaire corps, il faut retrouver des valeurs partagées, il faut retrouver un objectif commun. Et ça inclut quand même, évidemment, ça inclut nos responsables et les responsables, les dirigeants de toutes sortes, mais c'est aussi la responsabilité individuelle de chacun.
Et ça, c'est une notion qui me semble absolument essentielle. Vous savez, on ne change personne, un coach ne change personne, un dirigeant ne change personne. C'est notre affaire à tous. Et les mécanismes de résilience, on est seul à bord, même si, évidemment, il est de la responsabilité des DRH, des directions, etc., de créer les conditions optimales d'épanouissement et de performance des collaborateurs. Mais in fine, c'est dans nos mains, à nous tous. Et donc, il faut rompre avec cette logique un peu que je peux voir par-ci par-là d'opposition permanente, voire d'asymétrie et voire d'infantilisation pour retravailler sur soi. Et comme vous l'avez dit si justement, ça commence dès les premières années. Je ne comprends pas comment en France, on n'est pas encore en 2022 des cours de cerveau dans les maternelles, dans les primaires et au-delà. C'est absolument aberrant. J'ai encore vu il y a quelques semaines que la mindfulness avait été refusée dans les écoles de France sous prétexte qu'elle n'était pas laïque. Quelle méconnaissance du fonctionnement du cerveau, quelles oppositions permanentes aussi, hein, parce que derrière tout ça, il faut pas se cacher le fait qu'il y a des instrumentalisations. Donc pour faire court, prenons des cours de cerveau, intéressons-nous à notre cerveau, on sera beaucoup plus en capacité après d'agir pour soi et d'agir pour les autres. Merci beaucoup, Erwan. On arrive au bout de notre heure passée tous ensemble. Je relève effectivement l'importance et le rôle des collectifs, des organisations pour créer les conditions optimales de déploiement des humains face aux crises qui surviennent et où chacun apporte sa pierre, est architecte de cet ensemble et capitaliser donc sur les fines connaissances que l'on a aujourd'hui de l'humain, davantage les utiliser afin de fermer cet espace-là d'échange ce matin. Elisabeth, Erwan, Clarisse, est-ce que vous pouvez nous partager peut-être vos petits trucs, vos petits conseils, voilà, pour gérer la crise aujourd'hui? Moi, je m'applique à moi-même ce que j'ai dit, hein. J'aime beaucoup tout ce qu'Erwan a dit, donc moi je pars beaucoup de choses avec ce que Erwan qui m'a bien inspiré ce matin aussi. Mais moi je me force à sortir. Voilà, je pense que c'est important à sortir, à aller voir, à connecter parce que c'est une manière de remettre mon cerveau en mouvement et d'éviter l'impasse. Voilà. Alors, je vais dire exactement la même chose que Clarisse. Et quand j'entends dans les entreprises, on n'en peut plus du Teams, mais personne ne veut revenir au bureau, il y a un moment où il faut sortir, il faut se revoir et être ensemble. Oui, c'est une vérité absolue, hein. Nous sommes des êtres sociaux, des animaux sociaux. Et moi, j'ajouterais un petit point pour ceux qui, parmi vous, ne vont pas très bien. Ayez bien conscience que vos idées éventuellement négatives du moment ne vous résument pas. Vos idées négatives ne sont pas votre identité. Elles sont simplement le reflet de réactions neurobiologiques par rapport à un contexte donné, un environnement donné, des difficultés traversées. Mais c'est très important de dissocier cela parce que ça permet de déculpabiliser, ça permet d'aller mieux et ça permet aussi de ne pas s'enfermer dans un cycle infernal d'autodépréciation. Donc, il est tout à fait normal d'éprouver des difficultés, d'éprouver du stress dans des situations complexes et difficiles comme nous le vivons. Mais fort heureusement, du point de vue cérébral, rien n'est définitif, ou en tout cas, peu de choses sont définitives. Donc, vous avez une capacité, une neuroplasticité, une capacité à reconfigurer vos circuits cérébraux et votre neurobiologie qui reste intacte. Donc, gardez confiance. Merci beaucoup. Merci. Message d'encouragement. Vous pouvez retrouver le replay en suivant notre actualité Open Mind Neurotechnologie sur LinkedIn, mais aussi sur Instagram. On a des contenus tout à fait particuliers sur ce canal-là, en fait. Et donc, on vous souhaite une très, très bonne journée. Merci à tous. Au plaisir de vous retrouver sur un autre thème. Merci, au revoir. Merci Clarisse et Erwan. Merci à tous. Merci pour ce partage. Bonjour Félina, merci. Bonjour Caroline, à bientôt. À bientôt.